l'Université populaire consacre cette séance à un sujet historique. Notre ami Dominique Gousseau va traiter de la libre pensée et des lois mémorielles. Merci Louis. Les traumatismes du passé, les plaies mal cicatrisées de l'histoire nationale, récente ou plus lointaine, mais aussi le poids de l'histoire comme discipline dans la constitution d'une nation qui doute désormais d'elle-même, soumise au rouleau compresseur de la globalisation, viennent nourrir un débat ouvert il y a 30 ans, sans être d'ailleurs totalement neuf. Celui-ci est marqué par des phases aiguës de discussion lorsque les autorités politiques prennent des initiatives à caractère mémoriel ou patrimonial, souvent contestables dans leurs principes et leur contenu, ou prononcent, sous la pression des mémoires communautaires, des jugements un peu rapides au regard du péché d'anachronisme. Lorsque le président de la République nouvellement élu salue la mémoire de Jules Ferry comme artisan des lois scolaires, mais récuse en même temps le partisan de l'expansion coloniale, il opère un rapprochement un peu hasardeux et politiquement contre-productif s'il s'agissait, dans son esprit, de défendre l'école laïque. Il est difficile d'associer dans une œuvre d'émancipation et une action de domination dans un mouvement confus et dépourvu de nuances, de soutien et de dénégation du même homme. Ces interrogations entre histoire et mémoire ne perdent pas de leur acuité. Dans la dernière période, Pierre Nora, qui a soulevé le premier ces questions très importantes et auxquelles nous nous référons assez souvent, a poursuivi son interrogation des liens entre mémoire et histoire dans plusieurs livres publiés dans la belle collection Bibliothèque des histoires des éditions Gallimard ou à la Nouvelle Revue française. Présent Nation Mémoire en 2011, Historien public en 2011 et Recherche de la France en 2013. En mai 2013, la revue Le Débat a consacré son 175e numéro au thème suivant « Difficile enseignement de l'histoire », dont l'article de Dominique Borne, inspecteur général de l'Éducation nationale honoraire, intitulé « Quelle histoire de France enseignée ?» a suscité quelques commentaires. Enfin, Sylvain Vénère, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a apporté une contribution indirecte à ce débat en publiant aux éditions du Seuil un livre intitulé « Les origines de la France » en 2013, comportant ce sous-titre révélateur, tant par le temps employé que par la description ramassée de la fonction de l'historien de métier. Quand les historiens racontaient la nation. Il ne faudrait pas pour autant tirer de tout cela qu'une histoire nationale serait aujourd'hui impossible. Récemment, les éditions Belin ont publié une monumentale histoire de France en 13 volumes, magnifiquement illustrée et documentée, sous la direction de Joël Cornette, professeur des universités à Paris 8. Nous vous recommandons entre autres la lecture du tome 8 sur la France des Lumières, qui est l'œuvre de Pierre-Yves Bourpère, excellent connaisseur de l'histoire de la franc-maçonnerie en Europe au XVIIIe siècle. Il ne s'agit pas ici de traiter à fond une question très difficile, nous n'en avons pas le temps ni les compétences, mais simplement de vous livrer le point de vue d'un libre penseur qui ne saurait être celui de la libre pensée. Celle-ci n'a d'ailleurs pas de position officielle sur ce sujet. En revanche, elle est attachée à défendre l'enseignement de l'histoire en tant que discipline intellectuelle essentielle à la formation de l'esprit critique et du citoyen. C'est à ce titre qu'elle a toujours condamné les lois mémorielles. À défaut d'ailleurs d'être de véritables lois, celles-ci donnent au point de vue officiel de l'État sur un événement passé et sclérosent ainsi la recherche historique ou tout simplement le libre débat dans l'arène démocratique. Bien qu'il s'agisse de deux ordres distincts, sinon opposés de la pensée au regard des exigences épistémologiques de toute science sociale, l'histoire et la mémoire ont été longtemps étroitement imbriquées. Avec l'émergence des mémoires communautaires à la faveur de la crise de la nation, la forme française d'un mouvement plus vaste sur lequel nous ne nous attarderons pas, l'histoire a dû inclure celle-ci dans l'ensemble de ses objets d'observation afin de reconstruire le passé avec les lunettes de la raison et non celles de l'émotion.
Enfin, il paraît utile de s'arrêter un instant sur le sujet particulièrement délicat des rapports entre l'histoire, les mémoires et les pouvoirs publics dans la cité. Voyons d'abord les deux ordres longtemps confondus de l'histoire et de la mémoire, qui sont désormais disjoints. L'école historique française s'est constituée en marge de la construction progressive d'un État centralisé et a forgé une histoire où la mémoire et la nation tout entière ont trouvé naturellement leur place commune pour glorifier celle-ci. Avec la crise de cette nation, qui trouve probablement son origine dans la défaite de 1940, des mémoires singulières et concurrentes se sont très lentement éveillées, en même temps que le présent prenait une place considérable par rapport au passé. Ces deux ordres de la pensée, celui de l'histoire assise sur une lecture critique des sources écrites et celui des mémoires marquées par le poids des parcours individuels et des traditions familiales ou communautaires, sont apparus au grand jour comme deux univers distincts, voire opposés. La chronique des événements a toujours accompagné la construction progressive d'un État centralisé par la monarchie française. Dès 1250, Louis IX demande au moine Primat de l'abbaye de Saint-Denis d'écrire le roman des rois qu'il achève et remet à Philippe III le Hardi en 1274. Resté célèbre sous le titre Les Grandes Chroniques de France, en raison de la qualité exceptionnelle de ses enluminures, cet ouvrage a continué de s'enrichir jusqu'au XVe siècle. Les mémorialistes occupent également une place essentielle dans les cercles proches du pouvoir que la postérité leur a reconnu, qu'il s'agit de Philippe de Comines, au service de Louis XI, puis de son fils Charles VIII, ou du duc de Saint-Simon, observateur des mœurs de Versailles, mais également des événements politiques. Demeuré un homme d'Ancien Régime, en dépit de sa contribution irremplaçable au siècle des Lumières, Voltaire se fait historien de la monarchie absolue lorsqu'il publie en 1751 Le siècle de Louis XIV, un ouvrage au demeurant assez neuf dans ses intentions, puisque son auteur ambitionne, citation, de peindre à la postérité non les actions d'un seul homme, Louis XIV, mais l'esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais. L'école historique française se constitue peu à peu au cours du XIXe siècle. Elle place ses pas dans une tradition ancienne tout en en montrant les limites et en se dotant progressivement d'une méthode. Son ambition est de déterminer le point de naissance du processus de construction séculaire de la nation France autour de son État, qui ne se résume pas à la chronique des exploits des conquérants, mais comprend l'ensemble des aspects de la civilisation. Augustin Thierry, en pleine restauration, inaugure cette démarche intellectuelle qui se poursuivra avec d'importantes variations, probablement jusqu'à Marc Bloch et ses disciples. Il fixe aux invasions barbares et à la constitution du royaume des Francs au Ve siècle le point de départ de l'histoire de France, le baptême de Clovis devenant, chez les historiens catholiques, traditionnalistes comme Maistre ou Bonal, l'acmé de cette genèse. Son frère, Amédée Thierry, propose une vision raciale de la nation en faisant l'histoire des ancêtres de nos ancêtres, c'est-à-dire celle des Gaulois. François Guizot, le futur artisan de la loi de 1833 sur l'école publique, pense que la France procède d'une double origine, la romaine et la germaine. Seul Michelet récuse cette conception d'histoire nationale par ses origines, dans la mesure où elle lui semble frapper d'une vision téléologique, même s'il ne l'exprime pas sous cette forme. Le moteur d'une mémoire de la grandeur de la nation anime plus tard également l'école historique républicaine. D'abord plutôt favorable au Second Empire, Ernest Lavis, dont l'inspirateur est Jules Michelet, devient sincèrement républicain lorsque la République s'enracine. Il en devient l'historien en quelque sorte officiel, au point que Pierre Nora le qualifie d'instituteur national dans un article de 1962 qu'il publie à nouveau en 2013. Fondateur de l'école historique positiviste, Lavis renoue, s'écartant cela de Michelet avec la préoccupation du point de départ de la construction de l'édifice national.
Il est le maître d'œuvre de 2 monuments, l'Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu'à la Révolution, qu'il a publié de 1900 à 1912, et l'Histoire contemporaine de la France, qu'il a publié de 1920 à 1922. Il est surtout l'auteur du Tour de la France par 2 enfants, un manuel scolaire cocardier qu'utiliseront plusieurs générations de maîtres et d'élèves. Les livres scolaires d'histoire d'excellente qualité d'Albert Mallet et de Jules Isaac, destinés aux élèves du second degré, que beaucoup d'entre nous ont lus, obéissent aux mêmes règles scientifiques et participent en même temps de l'écriture linéaire du roman national, pour reprendre la belle expression de Pierre Nora, sans pour autant sombrer dans l'histoire strictement événementielle que d'aucuns leur reprochent, à tort me semble-t-il. Cette manière d'écrire l'histoire, où la mémoire de la grandeur nationale se trouve étroitement imbriquée avec la recherche des causes des événements passés et de leur enchaînement, est désormais impossible, pour 2 raisons au moins. D'une part, des mémoires singulières émergent peu à peu dans le débat public. Ce mouvement procède incontestablement des étapes diverses de la crise nationale que traverse la France depuis la défaite de 1940. D'une part, la profusion des sources d'information et la rapidité avec lesquelles les nouvelles leur parviennent nourrissent par ailleurs une expansion du temps présent dans l'univers mental des individus. La Révolution française amène à son point culminant, à la faveur notamment de l'affirmation d'un État centralisé, le processus de constitution de la nation, conçu à la fois comme le produit d'un passé commun et la volonté de vivre ensemble de citoyens libres et égaux en droit, ainsi que Renan le comprend fort bien dans sa célèbre conférence de mars 1882 sous la Troisième République. Cette Troisième République poursuit l'œuvre d'émancipation politique jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, qui s'achève avec l'aide des Alliés sur une difficile victoire et des traités humiliants pour l'ennemi, mais si flatteurs pour l'orgueil national. La défaite de mai et juin 1940 interrompt ce mouvement. Comme l'écrit Marc Bloch en septembre 1940, à la fin de son livre L'étrange défaite, quel que puisse être, dit-il, le succès final, l'ombre du grand désastre de 1940 n'est pas près de s'effacer. De manière sourde, il persiste. Le sentiment actuel de déclin du pays, dans le cadre de l'Union européenne, renvoie implicitement à ce traumatisme national. Dans le sillage de cette défaite, s'affirmeront successivement, même si le général de Gaulle ne l'exprime pas de manière aussi simpliste, le mythe gaulo-stalinien de la France résistante, auquel se substitueront peu à peu, à la suite du film de Max Ophuls, Le chagrin et la pitié, 1971, et du livre de Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, celui de la France pétiniste, puis la mémoire des victimes de la Shoah, la catastrophe, une expression moins connotée religieusement que celle d'Holocauste, le sacrifice, mais tirée tout de même du livre des prophètes et du Pentateuque. Nous préférons, quant à nous, la formulation des nazis de solution finale, qui exprime sans détour leur intention génocidaire et qui ne donne pas l'impression d'écarter des victimes du crime de masse contre l'humanité, qu'il s'agisse des juifs sans religion, des tziganes ou des homosexuels exterminés. Inutile de préciser que les 2 mythes sont aussi erronés l'un que l'autre et que la mémoire du génocide rend compte de la douleur des victimes et de leurs descendants, non des problèmes politiques à résoudre. La décolonisation, qui suit la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont le massacre de Sétif et Guelma, le 8 mai 1945, marque tragiquement le coup d'envoi, est un second temps d'émergence des mémoires singulières. En particulier, dans une nation frappée de fractures multiples à caractère social et géographique, les ressentiments des groupes impliqués dans la guerre d'indépendance de l'Algérie s'expriment nettement. Ressentiment des Pieds Noirs et de leurs descendants, ressentiment des supplétifs algériens et de leurs enfants et petits-enfants abandonnés par la France, ressentiment des Français de la 2e et de la 3e génération d'immigrants d'Afrique du Nord. Ce mouvement mémoriel gagne des populations ayant d'autres origines.
la demande de reconnaissance et d'excuses de la part de la nation gagne des groupes issus de la colonisation la plus ancienne ou de citoyens français dont les ascendants ont subi des massacres de masse auxquels la République française n'est d'ailleurs en rien mêlée. La part considérable prise par le temps présent, qui tend à accaparer tout l'espace, et le développement des moyens de communication audiovisuelle constitue de solides points d'appui à l'essor de ces mémoires singulières. À l'aide de nombreux porte-voix qui s'offrent à elles, celles-ci entendent faire venir sur le devant de la scène un passé qu'elles présentent sous un jour particulier. Plus généralement d'ailleurs, nous le verrons plus loin, l'intérêt pour un passé lu dans les traces du patrimoine ou des traditions ne se dément pas depuis plusieurs décennies. Cette hypertrophie du présent interpelle d'ailleurs l'historien lui-même. Ainsi, Henri Rousseau dirige le célèbre Institut d'histoire du temps présent au Centre national de la recherche scientifique. Nous sentons confusément que l'histoire comme discipline savante et les mémoires relèvent d'ordres différents. La première constitue science sociale, qui tend à reconstituer le passé à partir de l'examen critique de documents réputés en conserver une trace écrite et à cerner les causes multiples de l'enchaînement des faits établis. Elle ambitionne d'avoir pour objet non seulement les événements politiques ou militaires, mais la civilisation dans son ensemble, sous ses aspects les plus divers, démographiques, économiques, géographiques, sociaux, culturels, artistiques ou religieux. Elle s'évertue à distinguer le temps long du temps court ou du fait immédiat. Elle met tout en œuvre pour ne pas voir le passé au travers du prisme déformant du présent et s'emploie à dépayser le contemporain qui s'intéresse au passé. En quelque sorte, à la manière du physicien étudiant le mouvement des corps, elle s'inscrit dans un référentiel qui permet d'aller au-delà de la simple sensation ou de l'observation triviale. Cela ne veut pas dire qu'elle est étrangère aux préoccupations du jour. Au contraire, elle oriente son regard vers les sujets qui résonnent dans l'actualité. Cette année, par exemple, les travaux de qualité de la Grande Guerre sur la Grande Guerre et Jean Jaurès, mis à la disposition d'un public plus large que celui des cercles universitaires ou des sociétés savantes, occupent largement les devantures des bonnes librairies. Ces travaux n'ont pas qu'un intérêt académique. Ils alimentent aussi la réflexion de tous sur les problèmes les plus immédiats. Les secondes se placent, les mémoires donc, dans un registre différent, celui de la revendication victimaire dans un monde où, du moins dans les sociétés démocratiques, les victimes ont acquis un poids très important, y compris dans l'ordre juridique, qui était antérieurement pour l'essentiel celui de la loi et non principalement celui de la compassion, même si l'empathie envers elles n'était pas absente. Elles se prévalent aussi parfois d'identités souvent fantasmées. Le regard porté vers le passé par les porteurs de ces mémoires présente l'inconvénient d'être focalisé sur un point de l'horizon, à défaut d'embrasser celui-ci suffisamment largement. Pierre Nora l'écrit avec une certaine brutalité, mais en des termes parfaitement justes. Mémoire, histoire, loin d'être synonymes, nous prenons conscience que tous les opposent. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'histoire l'en débusque, elle prosaïse toujours. À la différence des mémoires singulières, il considère que l'histoire, au contraire, appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l'universel. Nous ne pouvons que partager ce point de vue. La distinction entre l'histoire et les mémoires, devenue donc plus évidente à mesure qu'avançait la crise du roman national, est le fruit de débats féconds qui ont abouti à l'appropriation savante des secondes par la première. Toutefois, les mémoires donnent en même temps lieu à une appropriation politique qui porte atteinte aux vertus civiques de l'histoire comme discipline, mais surtout comme enseignement. Le débat sur la nature de l'histoire par rapport à la mémoire est aussi vieux que l'histoire elle-même. Dès le 5e siècle, avant l'ère vulgaire, dans le prologue de son enquête, Hérodote s'emploie à faire échapper à l'oubli, citation, d'admirables exploits tant du côté des Grecs que de celui des barbares, ce qui peut être regardé comme un pur exercice de mémoire, mais également à expliciter
citation, « la cause de la guerre qu'ils se sont livrés, ce qui relève incontestablement du travail de l'historien. » Beaucoup plus près de nous, dans son ouvrage L'idéologie allemande, en s'émancipation de l'idéalisme hegelien, Marx conçoit l'histoire comme le travail d'élucidation de la logique interne des événements et des situations du passé, sans référence à une entité extérieure qui leur donnerait un sens ou une fin à venir. Il considère que ce travail embrasse l'ensemble de la civilisation matérielle qui repose sur les rapports que les hommes entretiennent avec la nature. Dans cette conception, comme le dit Nora, la mémoire est un phénomène purement privé. L'émergence des mémoires singulières, à la faveur de la crise de la nation, ainsi que de l'effacement de l'histoire-mémoire écrivant le roman national, relance le débat sur la nature de l'histoire par rapport à ces affleurements du passé, reconstruits par l'émotion. En digne héritier du sociologue positiviste Durkheim, qui érige le fait social en catégorie sui generis, Maurice Halbwachs avait tenté de réduire le champ de l'histoire pour offrir le plus grand espace possible à la nouvelle sociologie. Pour soutenir ce processus d'élargissement, qui enclenche la publication de son livre « Les cadres sociaux de la mémoire » en 1925, il élabore notamment le concept de mémoire collective. Dans un ouvrage portant le même titre, La mémoire collective, édité en 1950 aux presses universitaires de France, il écrit « On ne peut rassembler en un tableau unique la tonalité des événements passés qu'à la condition de les détacher de la mémoire des groupes qui en gardaient le souvenir. » Au lieu de s'accommoder du partage entre mémoire, le domaine de la sociologie, et l'histoire, le domaine du passé expurgé de toute trace mémorielle, que propose Halbwachs, les historiens s'emparent de sa réflexion, tout en critiquant d'ailleurs ses travers, tel Marc Bloch, contestant le finalisme de cette pensée, et se préoccupent d'examiner dans le temps long les évolutions économiques comme les mentalités collectives. Il s'agit d'écrire une histoire totale qui met au jour les soubassements du déroulement des événements et des comportements visibles des hommes. Dans l'entre-deux-guerres, Lucien Febvre et Marc Bloch fondent l'école des annales qui formalise ce tournant de l'histoire comme discipline. Fernand Braudel, La Méditerranée, le monde méditerranéen, Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis, 1600-1730, ou Ernest Labrousse, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime, en constituent les figures de proue de la deuxième génération, tandis que Pierre Nora s'impose comme le principal représentant de la troisième. Même les ethnologues qui revendiquent d'étudier les manifestations de la mémoire ne peuvent plus afficher leur ambition avec autant de fermeté que le sociologue Halbwachs. Si dans un article publié en septembre 1995 dans la revue d'ethnologie de l'Europe, Todorov écrit encore que la mémoire, citation, nous apporte un éclairage inédit sur des aspects essentiels de l'expérience, il fait paraître 3 ans plus tard, aux éditions Arléa, un livre intitulé « Les abus de la mémoire » qui dénonce, citation, les excès du sens historique dont souffre le présent, comme disait Nietzsche. Implicitement, l'histoire est convoquée pour se pencher sur les mémoires singulières en les confrontant par un jeu de miroir avec le passé reconstitué à l'aide d'une méthode critique et universelle. Cela ne veut pas dire que d'autres sciences sociales, bien sûr, avec leur méthode, ne puissent les interroger. L'histoire intègre donc les mémoires singulières et multiples qui émergent dans le périmètre de son objet. Un philosophe a probablement aidé les historiens à découvrir ce nouveau domaine de l'histoire en clarifiant le sens du mot mémoire. Paul Ricoeur, le protestant, nous allions dire libéral, qui s'est très tôt intéressé à l'histoire, notamment dans Histoire et vérité, distingue 3 types de mémoire dans un livre publié en 2000 aux éditions du Seuil, La mémoire, l'histoire et l'oubli. Il y a d'abord la mémoire empêchée, qui renvoie aux blessures enfouies d'un groupe comme sont plongés dans l'abîme de l'inconscient les traumatismes de l'enfant chez l'individu. Il y a aussi la mémoire manipulée, qui nourrit de manière consciente les idéologies pour se présenter comme une vérité unique. Il y a enfin la mémoire commandée,
qui, sans être manipulé, sert de fondement à une histoire et des commémorations officielles. De 1984 à 1993, Pierre Nora inaugure de façon magistrale la conquête de ce nouveau continent de l'historiographie, où l'histoire se regarde d'ailleurs elle-même évoluer, en dirigeant la publication collective de 7 volumes sous le titre fort bien choisi, si l'on en juge par leur succès, Les lieux de mémoire, dont Jacques Le Goff, récemment disparu, écrivait dans le journal Le Monde qu'il forme, citation, non pas une histoire de la France actuelle, mais l'histoire dont la France a besoin et que leur mentor qualifie d'histoire savante et populaire. Ces 7 volumes nourrissent 3 grandes parties intitulées respectivement La Nation, la République et les France. De l'interrogation sur la construction mémorielle des lieux symboliques tels que le Panthéon ou d'événements mythiques tels que le Sacre des Rois à Reims, il est passé à une réflexion non pas sur une seule France, mais sur plusieurs Frances qui alimentent des comportements et des attitudes politiques ou sociaux dont les acteurs ne sont pas eux-mêmes conscients. Il est certain que depuis le XVIIIe siècle au moins, sous des formes variées et des moments de crise aiguë, s'affrontent par exemple une France libre penseuse au sens large et une France cléricale dont les derniers accès de fièvre sont très récents. En 1973, l'historien de l'école des Annales, Georges Duby, avait sans doute ouvert cette voie nouvelle dans un texte célèbre, Le Dimanche de Bouvines, aujourd'hui réédité chez Gallimard dans la collection des journées qui ont fait la France. Dans cet ouvrage, Duby ne mésestime pas la portée de cette victoire du roi de France Philippe Auguste sur l'empereur Othon IV et le roi d'Angleterre Jean Santerre pour limiter les ambitions des Plantagenets, mais il met aussi au jour les amplifications de l'événement et les oublis de certains de ses aspects par les chroniqueurs du XIIIe siècle et la résurgence dans la mémoire collective de cet épisode au XIXe, dans le cadre de l'écriture précisément du roman national que nombre d'entre nous ont lu durant leur scolarité. Objet d'étude de l'histoire, les mémoires singulières et parfois concurrentes qui envahissent désormais le devant de la scène, également occupées par le présent hypertrophié, deviennent aussi des enjeux politiques multiples, alors qu'auparavant, du temps de la Lys par exemple, seule la mémoire de la nation constituait une préoccupation politique majeure incorporée au récit historique élaboré à l'aide de la méthode positiviste, sans être un sujet de débat dans la cité, exception faite, elle est de taille, de l'histoire de la Révolution française. Ici, 3 questions relatives au rapport qu'entretiennent aujourd'hui les mémoires avec la loi, le patrimoine et l'enseignement retiendront notre attention pour terminer. Avant d'examiner cette appropriation politique des mémoires différentes qui s'expriment dans l'arène de la cité, il paraît nécessaire de dire qu'elles sont souvent légitimes lorsqu'elles traduisent la douleur collective d'un groupe dont les membres célèbrent en commun le souvenir des injustices et des traumatismes qu'eux-mêmes ou plus fréquemment leurs aïeux ont subis. Parfois, elles relèvent de la mémoire manipulée dont parle Ricoeur. Inféodées à des idéologies inacceptables, elles tentent alors de nier des évidences pour l'historien et de nuire à des populations ayant souffert de persécutions. Pour autant, pas plus la légitimité des unes au regard de leurs souffrances, que le caractère odieux des autres au regard des groupes d'individus ayant éprouvé des douleurs qui sont niées, ne justifie, selon nous, une consécration juridique. En revanche, elles peuvent appeler un geste politique envers les morts, dont la portée concerne les vivants. Nous pensons ici tout spécialement à la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre. Dans ces conditions, seule la totale liberté d'expression, y compris en faveur de ceux qui tiennent des discours de haine ou de dénégation des atrocités du passé, doit prévaloir. Dans un tel contexte, l'histoire travaille au bénéfice de la recherche de la vérité et peut apaiser les passions pour rendre son primat à la raison. Les rapports établis entre la loi et les mémoires singulières, multiples et concurrentes, qui s'affirment, sont de 2 ordres. D'une part, la présence escalité des historiens dans le prétoire, particulièrement mise en avant lors du procès de Maurice Papon en 1997, paraît
contestable, voire, pour ce qui nous concerne, inapproprié. À ce sujet, dans un entretien qu'il a donné au journal Le Monde lors de ce procès, Pierre Nora explique, citation, qu'une confusion des rôles s'est alors instaurée, des historiens ayant eu un peu trop tendance à se faire juge, voire juge suprême. Dans ce cas précis, il indique que la présence de Maurice Papon dans le box des accusés a répondu au besoin d'effacer l'acquittement de René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, prononcé par la Haute Cour en 1949, et la clémence envers Jean Leguet, haut fonctionnaire de Vichy, compromis dans la politique anti-juive du régime, mais réintégré dans la préfectorale en 1957, après l'annulation par le Conseil d'État en 1955 de sa révocation intervenue 10 ans plus tôt, après avoir été nommé préfet de l'Orne en 1944. Si Pierre Nora n'écarte pas totalement la possibilité pour les historiens d'éclairer le juge, il leur recommande la plus grande prudence. Juger un homme pour ses actes, dans l'état du droit en vigueur, plus de 50 ans après les faits, est différent de la restitution de la complexité d'une période historique dans son ensemble. Dans un ouvrage intitulé « Le passé dans le prétoire », publié aux éditions du Seuil en 1998, Jean-Noël Jeannet montre bien l'affrontement de logiques différentes. Il y a, loin de la condamnation d'un individu à une peine, à la compréhension distanciée d'une époque. D'autre part, la représentation nationale est-elle fondée à adopter des lois mémorielles en faveur d'une communauté ? Depuis l'origine, la libre pensée apporte une réponse négative à cette question et nous sommes, à titre personnel, parfaitement en accord avec cette position. La loi du 13 juillet 1990 introduit un article 24 bis dans celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi rédigée. Seront punis des peines prévues par le 6e alinéa de l'article 24, alors c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 mai 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Cette disposition est directement dirigée contre les négationnistes et tout particulièrement Robert Forisson, un professeur d'université qui tente de démontrer que les chambres à gaz fonctionnant aux Zyklon-B, un insecticide selon lui inoffensif, avaient pour seul objet d'assurer l'hygiène des troupes, des populations civiles et des internés des camps, mieux traités d'après l'intéressé dans ces vastes centres de plein air qu'en prison. Faut-il introduire un texte qui limite la liberté d'expression pour mettre hors d'état de nuire un vieillard qui n'influence personne, sinon Alain Soral et quelques autres? Faut-il appuyer une loi qui fait de ce vieillard une victime? Faut-il soutenir une loi qui fixe à tout jamais comme une vérité révélée le statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres de 1945? Si le point de vue de Robert Forisson est une offense à l'histoire et aux victimes de la solution finale, pour autant les archives n'ont pas peut-être encore révélé certains aspects des différents génocides qui appelleront des nuances, des réévaluations de cette extermination. Ainsi, s'agissant du régime de Vichy, Pierre Nora soutient que Laval, par exemple, n'était pas spécialement antisémite. Pour autant, celui-ci a ordonné les graphes des 16 et 17 juillet 1942 en zone occupée, puis des 26, 27, 28 août 1942 en zone sud. L'histoire n'est pas compatible avec les simplifications mémorielles. La loi ne peut, par avance, condamner quiconque revisite le passé. L'article 1er de la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, prévoit quant à elle que la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes
constitue un crime contre l'humanité. Comme la recherche des coupables de cette traite et de l'esclavage qu'elle a nourri paraît impossible, l'article 3 dispose qu'une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations Unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. Enfin, l'article 2 détermine les conséquences pratiques de la reconnaissance de cette traite sur le plan d'activité d'enseignement et de recherche. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée. Ce texte, à mon sens, constitue une hérésie et un danger. D'une part, c'est à notre connaissance la première fois depuis la Révolution française qu'un législateur crée une incrimination susceptible d'atteindre des morts. Cela rappelle un peu le procès que les juges d'Ancien Régime pouvaient intenter aux suicidés. Pour surmonter cette difficulté, à défaut de pouvoir poursuivre et condamner les auteurs, les instances internationales sont convoquées par la France pour prononcer cette condamnation. D'autre part, la loi oriente non seulement le contenu des programmes scolaires en fixant, sinon précisément, du moins suffisamment nettement, la part qu'ils doivent réserver à cette traite, mais assigne également des objectifs aux historiens appelés à suivre une méthode s'appuyant obligatoirement sur des sources orales en la matière. En 2004, l'historien Olivier Pétré-Grenouillot a eu le malheur de replacer dans un contexte plus global la question de la traite négrière dans un ouvrage intitulé « Les traites négrières, essais d'histoire globale », publié chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires. Pour avoir considéré, au nom du rétablissement de la réalité des faits, mutilés par l'anachronisme, que cette traite ne peut être qualifiée de crime contre l'humanité, dans le numéro du 12 juin 2005 du Journal du Dimanche, il a été poursuivi devant les tribunaux par une association à vocation mémorielle. 19 grands historiens, dont Pierre Nora, fondent alors une autre association, Liberté pour l'Histoire, dont l'action débouchera sur la constitution d'une commission parlementaire en 2008. Celle-ci conclura ses travaux par une recommandation simple: la République, pour rester fidèle à elle-même, doit cesser de se doter de lois mémorielles. Non seulement le président de la République, en fonction jusqu'en 2012, n'ira pas jusqu'à agir pour l'abrogation des lois mémorielles existantes, mais fera voter de nouveaux textes incriminant la contestation d'événements passés ou instaurant un télescopage des mémoires et des temps de l'histoire savante. D'une part, à la seule fin de capter des suffrages en sa faveur et sans se préoccuper des conséquences diplomatiques d'une telle initiative, il fait adopter par le Sénat, à majorité de gauche, le 23 janvier 2012, une proposition de loi votée en première lecture par l'Assemblée nationale en 2006, au terme de laquelle sont passibles d'une condamnation ceux qui refusent de qualifier de génocide, un terme inconnu, me semble-t-il, au début du XXe siècle, les massacres de masse des Arméniens par les troupes de l'Empire ottoman en 1915 et 1916. Le Conseil constitutionnel censure ce texte au motif qu'en réprimant, citation, la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crime qu'il a lui-même reconnu et qualifié comme tel, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. D'autre part, la loi du 28 février 2012 dispose que le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la paix, il est rendu hommage à tous les morts pour la France. Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de commémoration nationale. Les victimes de la Grande Guerre,
les soldats du contingent morts au combat durant la guerre d'Algérie, à laquelle beaucoup ne voulaient pas participer, et les militaires de carrière, tombés sur le champ de bataille lors des guerres coloniales, sont placés sur le même plan, au prix d'une confusion des esprits, notamment ceux des jeunes générations. L'actuel président de la République manipule également les mémoires singulières à des fins politiques. Ainsi, il a décidé de faire ériger au musée de l'armée un monument en mémoire des fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre, condamnés par des juridictions d'exception au terme de parodies de procès et au mépris des règles élémentaires du droit. En quelque sorte, fusilleurs et victimes se retrouveront côte à côte comme si la mort les avait réconciliés. La libre pensée, qui revendique depuis 20 ans leur réhabilitation collective par un geste politique fort et non par une loi mémorielle supplémentaire, n'a pas obtenu gain de cause, alors même que son action a contribué à susciter un grand intérêt des historiens de métier pour cette question et nourrit une activité éditoriale importante, notamment la publication de correspondances de guerre. Sur la deuxième question relative au patrimoine, nous serons plus brefs. Les gardiens des mémoires singulières et concurrentes, l'instauration de journées du patrimoine, qui ont désormais une portée européenne d'ailleurs, en témoignent, investissent et le formidable essor des politiques patrimoniales des 40 dernières années, d'un contenu prosélyte que l'historien ne peut que constater et probablement déplorer. En 1994, lors d'un colloque consacré au 30e anniversaire de la création de l'inventaire général des richesses historiques et artistiques de la France, Nora en avait dressé un constat qui n'appelle pas de commentaires, tant il reste pertinent selon moi, et dont l'acuité n'a pu que grandir avec le temps. Il écrit « Il est clair qu'on est passé d'un âge du patrimoine à un autre, de l'âge historique à son âge mémoriel, d'un patrimoine de type national à un patrimoine de type symbolique et identificatoire, d'un patrimoine hérité à un patrimoine revendiqué, d'un patrimoine visible à un patrimoine invisible, d'un patrimoine étatique à un patrimoine social ou éthique ou communautaire. À cet égard, en prélude au débat, heureusement sans suite, sur l'identité nationale, le précédent président de la République a pris une initiative qui a suscité à juste titre une vive polémique. En janvier 2009, il annonce la création d'un musée rapidement dénommé Maison de l'Histoire de France, une formulation ambiguë, puisque le domus romain renvoie à la famille et s'oppose à l'insula qui abrite les couches populaires de tous les horizons, en rassemblant des œuvres actuellement conservées par différents musées. Ce projet ne peut être que condamné. Il n'appartient pas à l'État, dans une démocratie, d'écrire le récit du roman national. Ce privilège appartient à la seule communauté des historiens de métier, s'affrontant sur le plan intellectuel dans des débats permanents et totalement libres. Encore une fois, citons Pierre Nora s'adressant dans une lettre ouverte au ministre de la Culture, publiée dans l'exemplaire du 11 novembre 2010 du journal Le Monde. Cette entreprise, donc la Maison de l'Histoire de France, aura beaucoup de mal à se remettre de son origine impure et politicienne. Nicolas Sarkozy l'a lancée en janvier 2009, en pleine remontée du Front National, pour renforcer l'identité nationale. Elle s'est trouvée prise dans la lumière, ou plutôt l'ombre de cette funeste enquête sur la dite identité. Un musée général comme une maison de l'histoire de France n'a de sens que celui qu'on lui donne et ne définit son choix d'objet qu'en fonction de ce sens. Dernier point, l'émergence des mémoires et de leur appropriation politique par les pouvoirs publics rendent plus que jamais nécessaire de réfléchir à l'enseignement de l'histoire aux élèves, la discipline dont l'apport dans le processus de formation de citoyens libres et éclairés paraît le plus direct. Or, la présence des mémoires dans l'agora, voire insidieusement dans les programmes scolaires, devient problématique dès lors qu'elles ne sont pas traitées comme telles dans les programmes avec un esprit critique au gré d'un déroulement chronologique des faits. Dans le numéro de la revue Le Débat évoqué au début de cet exposé, Olivier Grenouillot le note de façon pertinente. L'honnête homme d'aujourd'hui pense l'histoire comme tradition, mémorisation
des faits passés, par conséquent terminés, sur lesquels il ne convient pas de revenir. Ajoutons à cela, dit-il, le retour des croyances, de la délégitimation des savoirs rationnellement construits, ou bien encore la concurrence des porteurs de mémoire et du discours médiatique, et l'on comprendra mieux pourquoi les représentations relatives à l'histoire à l'école peuvent parfois donner l'impression qu'elles seraient enfermées dans une sorte de tour d'ivoire ou de prison dorée. S'il incombe à l'État, en liaison avec les enseignants, d'arrêter les thèmes des programmes d'histoire et de géographie, il ne lui appartient pas d'en définir le contenu, une compétence qui doit rester l'apanage exclusif des professeurs. La libre pensée n'est pas davantage légitime à élaborer des programmes de substitution. Néanmoins, la réflexion d'Olivier Gronillot nous conduit à penser que devient particulièrement nécessaire la prise en compte critique des différents points de vue scientifiques, mais aussi mémoriels sur les événements, voire sur les non-événements du passé. Prenons un exemple. L'enseignement du fait religieux que la libre pensée assimile avec quelques raisons au premier pas de l'enseignement des religions. Lorsque les programmes donnent à penser que l'existence de Jésus n'est pas contestable, pour le moins ce point de vue relève plus de l'idéologie que de la science. À tout le moins, il conviendrait d'examiner les sources de façon critique. Ainsi, dans un document consacré à cette question, l'Institut européen en sciences des religions, présidé par Dominique Borne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne remet pas en cause l'existence de Jésus et s'emploie même laborieusement à la rendre incontestable. Or, la démonstration déroulée à l'appui de ce point de vue conduirait plutôt à développer l'examen critique des preuves présumées de cette existence présumée. L'IESR admet en effet que les sources non chrétiennes, qu'il ne détaille d'ailleurs pas, sont très rares et que celles d'origine chrétienne sont nettement postérieures à la date de la disparition de Jésus et donc par nature sujettes à caution. Laissons la parole en dernier à Pierre Nora. En introduction du même numéro de la revue Le Débat, il écrit « Il s'agit ici, depuis une trentaine d'années, de la mise en place silencieuse mais décisive de quelque chose qui va plus loin que la culture et même la civilisation et les transforme toutes les deux. Une autre forme de rapport au temps. Autrefois, l'arrachement au passé était le fruit d'une volonté collective, de construire un futur, tandis qu'il est aujourd'hui l'expression d'une dissolution de l'avenir et d'une dictature du présent. Contre cette dictature, qui est en dernier ressort celle du capital, qui ne voit que l'instant, faisons en sorte de la faire tomber au moyen de la raison. Je vous remercie.